Bienvenue sous les lambris de la librairie, votre espace feutré pour le grand pas de côté. Installez-vous, nous vous retrouvons ici le 2e et le 4e dimanche du mois pour une échappée où même loin de votre couette et votre canapé, vous vous sentirez heureux comme un chat. Dans l'épisode du jour, je vais vous présenter, je ne vais pas dire notre ennemie commune, mais ça va vous rappeler des souvenirs de lycée, voire de collège, à savoir Madame Bovary. Alors, Madame Bovary, c'est très drôle parce que c'est un bouquin où quand les gens viennent dans la librairie qui me disent « Ouais, non mais franchement, Madame Bovary, c'est l'enfer, c'est nul, et qu'est-ce qu'elle se plaint, et gna gna gna, et gna gna gna. » Alors, pour être totalement honnête avec vous, Madame Bovary, en fonction de mon état mental du moment, soit je l'adore, soit je la déteste. C'est vraiment... il y a des moments où j'arrive tellement à me raccrocher à elle et à me dire « Mais je comprends tellement », et de l'autre côté, je me dis « Mais... grandis !» Et en fait, voilà. Et je me souviens, il y a un petit couple qui était venu et qui avait dit « Ouais, non, mais franchement, Madame Bovary, elle est chiante. » J'ai dit « À l'heure actuelle, si Madame Bovary était transposée au XXe siècle, ce serait une femme au foyer, même pas une mère au foyer, une femme au foyer qui passerait sa journée sur Shine et sur Temu parce qu'elle est complètement... Elle n'a pas de sens à sa vie. » Donc, Madame Bovary est loin d'être un bouquin qui est plus d'actualité. Pour vous remettre dans le contexte de la création de Madame Bovary. Ça a été donc écrit par le grand Flaubert. Flaubert à l'époque, comment vous expliquer ? C'est pas n'importe qui déjà, c'est un auteur qui est quand même reconnu. Et lui en fait, il est lui-même neuroa, mais à un niveau un peu comme Victor Hugo, dans le sens où il vit reclus. C'est un moine, puissance 1000, il vit reclus. Il est obsédé par le mot juste, à savoir qu'il est capable de passer une semaine sur une phrase. C'est une chose à l'heure actuelle où on s'en rend pas compte, mais un mot n'est pas substituable par un autre mot. En tout cas, pas pour Flaubert. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut écrire, et c'est vraiment... Il est dans l'architecture de précision dans la rédaction. C'est vraiment son mode de fonctionnement, c'est son hyper-focus. Il est comme ça. Il veut vraiment qu'on ressente tout ce qu'il écrit. On est vraiment ça dans la sensation. Et il faut croire que ce livre, que l'auteur a réussi son coup de maître parce que ce livre finit devant la justice pour outrage à la morale publique et religieuse. Et ouais, Madame Bovary. Que vous vous dites que oui, ce livre, franchement, il est chiant. Il a quand même été salement condamné à l'époque pour des fausses raisons, en fait. Qu'est-ce qui est mal passé dans ce livre-là, c'est que... alors oui, je vais raconter la fin, pardon. Le personnage d'Emma, donc Emma Bovary, il est puni par fatalité, mais pas par morale. Vous voyez, c'est... faut toujours qu'il y ait une leçon à apprendre. Oui, elle a péché, il faut la tuer pour ses péchés. D'accord. On ne peut pas la faire vivre... Non. Il faut de la mort, il faut de la souffrance et il faut vraiment il faut vraiment la punir pour ses fautes, sinon ça ne fonctionne pas. Et là en fait c'est l'histoire d'une femme quand même qui cherche la souveraineté, sa souveraineté à elle, qui cherche un sens à sa vie et une façon de vivre, un ennui. En fait elle cherche la souveraineté dans l'adultère. Elle cherche la souveraineté à elle dans l'adultère, ce qui est complètement aberrant et trop dur à intégrer pour le Second Empire. En même temps, si vous avez suivi les épisodes d'avant, et j'espère que vous avez suivi les épisodes d'avant, Colette a choqué aussi, on est au XXe siècle. Là, on est avant, mais le fait qu'une femme ose s'épanouir, si on peut dire, dans l'adultère, ce qui n'est pour le coup pas du tout le cas d'Emma, on le verra. C'est ça en fait, c'est vraiment ça qui a choqué à l'époque. En fait, comment vous expliquer l'histoire de Madame Bovary ?
le personnage d'Emma, en fait, elle est éduquée au couvent. Emma grandit au couvent. Elle n'en sort qu'à ses 18 ans. Sauf que, en fait, pendant son éducation au couvent, elle a lu énormément de romans d'amour et de bondieuseries, enfin voilà, vraiment des romans d'amour, la collection Harlequin. Ouais, ce niveau-là. On n'est pas dans on est dans des histoires. Elle a que ça à faire en fait. Et surtout, comme elle est éduquée dans un couvent, elle n'a accès qu'à très peu de types de littérature. Donc on est sur des livres tout plein de bons sentiments, où c'est mignon, où c'est moelleux, où c'est vide, et voilà. Mais en tout cas, ça lui donne une certaine vision de l'amour et un truc romanesque où le fameux homme qui va venir vous embarquer sur votre cheval. Bon, elle sort du couvent et elle est vraiment dans... elle veut de la soie, elle veut du foufou, elle veut du parfum, elle veut du doudou. Sauf que... elle se retrouve mariée avec Charles. Comment vous dire ? Je sais pas si c'est la malédiction du prénom, puisqu'on prend son prince Charles, qui était marié avec la princesse Diana. C'est un peu le même rapport. Vous voyez, si vous trouvez que Madame Bovary c'est chiant, bah regardez l'histoire de Diana, parce qu'en fait, en vous expliquant ça, je me dis que les deux sont pas forcément... les deux se ressemblent en fait beaucoup. Et en fait, Emma, elle a été bercée par ces textes où on raconte la douceur de la peau, du taffetas, de la soie sur le corps. Elle s'attend à ça en se mariant. Sauf que Charles, c'est Charles, est beaucoup plus vieux qu'elle. Il est chiant. En gros, sorti de la pharmacopée. Il s'intéresse à rien. Il est plan-plan. Il a ses habitudes de vieux garçon. On peut pas lui en vouloir, il est beaucoup plus vieux qu'elle. Mais... bah ça, il fait pas rêver en fait. Il fait pas rêver une gamine de 20 ans. C'est pour ça, messieurs, arrêtez d'essayer de sortir avec des gamines. Vous êtes chiants. Et au fur et à mesure du temps, vous n'allez pas suivre le rythme de toute façon. Foutez-leur la paix. Trouvez-vous des femmes de votre niveau. Non, parce que si vous êtes avec des gamines de 18 ans, c'est que vous n'avez pas de niveau pour des femmes. Foutez la paix aux gamines. Bon, en tout cas, voilà. Lui, c'est un vieux barbon. Il est pas méchant. Il est pas agressif. Il la frappe pas. Mais en fait... elle, comme toutes les neuroatypiques, elle est accro à la dopamine, en fait, elle a besoin de se sentir vivante, elle a besoin de vivre des grandes histoires d'amour, elle a besoin qu'on lui fasse la cour, elle a besoin de ça, c'est pas qu'elle est chiante ou voilà, elle en a besoin, c'est son mode de fonctionnement. On fonctionne à la dopamine, on fonctionne au cookie, on fonctionne au câlin, c'est pas compliqué à comprendre. Et quand on n'a pas ça en face, quand on n'a pas ces stimuli, peu importe lesquels de stimuli, bah en fait on s'éteint. Et là, rien de pire qu'une neuroatypique qui s'éteint. Franchement, vous le savez, on se sait. Donc là, en fait, vraiment, si elle était aujourd'hui, c'est une Desperate Housewife qui passe son temps sur Temu, sur Insta, parce qu'elle a pas de vie, parce qu'elle a besoin de shoot, où on pourrait même faire un parallèle avec éventuellement des brouteurs en Afrique. Là, en fait, le mariage d'Emma et Charles, c'est l'enfer. Elle s'éteint. C'est du tiède contre du feu. Elle est même dans une agonie physique. On le sait tous ce que ça fait un burn-out sensoriel chez les neuroatypiques. On peut plus nous rallumer si on part trop loin dans la dépression, si on part trop loin dans le non-stimuli sensoriel émotionnel. En fait, il y a un point de non-retour. Et là, en fait, c'est ce que veut éviter Emma. Et là, bah, elle va se rendre compte à un moment qu'elle a un corps et qu'elle est jolie et qu'elle est jeune surtout. Son mari s'occupe pas d'elle à un moment. Quand son mari s'occupe pas d'elle, qu'elle a rien à faire parce qu'elle n'a pas encore d'enfant, parce que sa maison, elle peut même pas se dire bah, je vais devenir la fée du logis ou la fée du... Elle a une bonne, donc elle a rien à foutre de ses journées. Elle a un mari qui bosse toute la journée. Le soir, il rentre, il met ses pantoufles et c'est tout. Donc, non, en fait, ça peut pas faire vibrer une gamine de 18-20 ans qui attend autre chose de la vie. Mais tout le monde attend autre chose de la vie. Même moi, à mon âge, j'attends autre chose de la vie qu'un mec qui rentre chez lui le soir et qui on n'a pas parlé, qui met les pieds sous la table et voilà, un bisou sur le front et on fait chambre à part. Même pas en rêve. Donc là, en fait, vraiment, l'adultère pour elle,
c'est pas parce qu'elle aime pas son mari, c'est pas parce que c'est une traînée, c'est parce que en fait elle cherche de la dopamine. Elle a besoin de dopamine. Donc elle a 2 amants différents qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors, je me souviens surtout de Rodolphe, le premier, parce que je me souviens qu'à l'époque, il y a eu une adaptation qui a été faite à la télé, et je ne pensais jamais dire ça de Grégory Fitoussi, qui est mon héros. Je devrais arrêter de dire ça, parce que si le podcast fonctionne autant que, il va en entendre parler, et je vais me retrouver avec cet homme que j'admire, et je vais pouvoir lui dire que, non mais en fait il va arrêter, en fait je peux lui défouler, enfin il y a plein de trucs où je me dis mais c'est quoi ces choix de merde. Et non pas que le fait qu'il ait joué Rodolphe dans l'adaptation sur France 2 était un mauvais choix, c'est juste dire qu'il a pas l'âge. Rodolphe il a 35 ans, il n'en a pas 45. Enfin il a 25 ans, enfin bref, il avait un gros problème d'âge et moi j'ai un problème de plus en plus avec ça. Donc, en fait, Rodolphe est quand même, c'est une enflure. C'est vraiment, c'est un amant qui vraiment l'utilise comme sa banque, qu'il est, alors il y en a qui disent que oui en fait les 2 amants, la différence c'est que il la considère comme une femme trophée, mais en fait non, il est, je le trouve mais ignoble ce personnage, et ça peu importe mon rapport par rapport à Emma. Il y a des moments où je lui dis bien fait, tu t'es tombé sur Rodolphe, ou de l'autre côté je dis oh non mais la pauvre. En fait Rodolphe profite et abuse de la naïveté et de la candeur d'Emma. Emma, encore une fois, elle a grandi au couvent et elle n'a pas les codes. Donc pour elle, en fait, c'est normal de tout payer à son amant. Bah oui, parce qu'on s'aime. Donc comme on s'aime, on paye tout pour l'autre, c'est normal. Et puis tu me rembourseras plus tard. Bon, là, c'est des red flags ambulants. Et en fait, pour se donner un sentiment de souveraineté, de puissance et de pouvoir, en fait, elle va utiliser son corps et de l'argent pour créer une bulle qui est complètement fausse de souveraineté. Donc, d'abord dans son intérieur à elle, avec son mari, elle va s'endetter pour acheter des gants, pour faire installer des rideaux. Son mari qui dit mais on n'a pas besoin de ça, parce que le mari, je vais pas dire que c'est une pince, mais il vit très chichement, et en fait il est vraiment en mode on n'a pas besoin de ça. Lui en fait il est dans le il n'est pas dans le beau, il n'est pas dans le superflu. Alors là il y a un débat, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est inutile. Il y a des choses qui ne sont pas utiles en tant qu'objet, mais qui sont utiles au niveau du bien-être, au niveau de la santé mentale. Comment dire, effectivement, on n'est pas, on peut prendre des rideaux blancs tout simples, par exemple, parce que si on reprend sur les rideaux, on peut prendre des rideaux blancs tout simples, mais on peut prendre les mêmes avec une jolie impression. Alors lui il va dire oui non mais c'est bon, on peut prendre les rideaux blancs. Ouais, mais je veux de la beauté. Et lui en fait, Charles, il est complètement, pour lui c'est une hérésie, pour lui ça n'existe pas. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit pratique. Le superflu, il voit pas derrière, un peu comme tout ce qui est charge mentale, il voit pas. Donc en fait pour lui ce que fait sa femme c'est des dépenses inconsidérées. En plus elle, comme c'est la femme, et à l'époque c'est comme ça que ça se passe, c'est l'homme qui ramène l'argent, mais c'est la femme qui tient les cordons de la bourse et qui gère la maison. Donc lui, entre guillemets, il s'inquiète pas, et elle s'achète des parfums, genre de choses, parce que il va se dire, mais pourquoi t'as besoin de sentir bon, ça sert à rien, t'es en bonne santé, voilà. Mais elle a besoin de ça, elle a besoin d'avoir des sensations sur son corps, elle a besoin d'avoir des bonnes odeurs. On va pas se mentir, si les gens au niveau du marketing nous font, on a besoin d'avoir des odeurs, je sais plus comment ça s'appelle, la chromathérapie ou un truc du style, où on va choisir un parfum en fonction de ses sentiments et en fonction des sensations qu'on veut retrouver. Vous voyez, quand on veut avoir des parfums d'enfant, ou alors la colle Cléopâtre de quand on était petit qu'on mangeait parce que ça sentait l'amande. Vous voyez, ces odeurs-là, tout de suite, rien que l'odeur, ça va nous replonger dans un état, ça va nous faire du bien. Charles, ça lui passe au-dessus le mari, ça lui... Oh, Emma a besoin de ça, mais ça coûte de l'argent, énormément d'argent. Donc, en fait, est-ce qu'on peut dire... Emma, on peut dire qu'elle va meubler sa prison. Donc, elle va se créer vraiment un faux univers
tout est faux. Et Rodolphe, vraiment, cette méchante personne, va en profiter, il va vraiment abuser de sa... Alors, je dis candeur ou bêtise, ça dépend vraiment de mon rapport par rapport à Emma, mais il va se faire acheter des trucs, il va lui promettre de oui, mais t'inquiète pas, toi et moi on va partir en voyage, mais pour ça j'ai besoin d'une valise, j'ai besoin de manteau, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et elle paye, et le gars, parti. Il l'abandonne. C'est vraiment... Rodolphe, c'est vraiment pour moi un personnage assez horrible. C'est pour ça que quand c'était Grégory Fitoussi qui avait joué, j'ai dit... Ce qui m'a encore plus saoulé, c'est qu'il savait très bien le faire. J'ai pas aimé. Parce que pour moi, il est toujours gentil, Grégory. Mais bon, c'est un autre délire. Mais tout ça pour vous dire que Emma, en fait, elle se fait utiliser. C'est une fausse souveraineté. C'est-à-dire que, encore à l'heure actuelle, c'est vraiment la même chose qui se passe par rapport aux brouteurs. Les brouteurs, qu'est-ce qu'ils donnent aux femmes victimes qu'ils ciblent? Ils voient une détresse. Si une femme, elle est nourrie dans une relation, dans sa vie, vis-à-vis d'elle-même, et qu'elle est souveraine dans son corps, les brouteurs, ils peuvent passer, ça marchera pas. Mais là, en fait, les deux, que ce soit Rodolphe, il la considère comme une femme trophée, ou Léon, son autre amant, qui alors lui est totalement différent, il la considère mais comme une idole phénoménale, c'est la plus belle femme du monde, c'est là. Mais au final, il l'utilise, et elle, Emma, c'est une coquille vide parce qu'elle est accro à la dopamine. En fait, elle les aime pas, ce qu'elle cherche, c'est pas l'amour, en fait, c'est le shoot de dopamine. Et c'est une course effrénée. C'est pas possible en fait. C'est regardez quand vous passez votre temps sur Insta. Je passe trop de temps sur Insta, donc je ne vous juge pas. Mais en fait, c'est toujours et le prochain, et le prochain, et le prochain. Et à la fin, on repose quand on y arrive, on repose son ordinateur, son téléphone, et on se dit ouais, j'ai passé 2 heures. Ok. Et j'ai fait quoi pendant ces 2 heures? Alors pour le coup, moi j'ai vu des vidéos de pieuvres, mais à un moment, ça nourrit pas. Et on redescend. Et je vais pas dire qu'on se sent aussi mal, mais c'est une appétence. On se sent vide. C'est toute l'histoire de la vie d'Emma. Emma, elle est vide. Elle se sent vide parce qu'elle n'a pas grandi avec des gens qui ont nourri qui ont nourri son être en fait. Donc elle sait pas faire. Donc elle est complètement perdue. Et elle pensait que sa vie était sur des rails. Et en fait, la réalité est trop dure pour elle. C'est vraiment... c'est vraiment... En fait, c'est une fuite en avant, Emma Bovary. C'est pour ça qu'en fonction de mon état d'esprit, je peux l'aimer, ou je peux vouloir la protéger, ou je peux vouloir la pousser sous les roues du bus en disant putain, c'est bon, meuf, réveille-toi. Et là, en fait, elle va développer 2 addictions particulières. Encore une fois, les addictions, c'est quand on est vide en soi, on a un truc qui fait que ça va pas. Au tout début. Après, effectivement, il y a des neurotransmetteurs qui vont changer au niveau du cerveau, mais à la base, ce qui fait qu'on devient addict, ce qui fait qu'on est attiré par ça, c'est qu'on cherche à changer un état qui nous plaît pas. Et là, en fait, comme je vous disais qu'elle meublait sa prison, que ce soit son couple ou ses relations adultérines, en fait, elle va se créer une fausse indépendance, elle va se créer une indépendance par la dette. C'est-à-dire qu'elle va se dire, oui, bon, bah, je vais dépenser plein d'argent, de toute façon, je vais avoir les objets qui vont me satisfaire à l'instant T. On revient sur tous les trucs où les femmes en galère, qui sont tristes, vont acheter des quantités de choses sur Temu parce que ça coûte pas cher à l'instant T, ou sur Vuitton, mais bon, voilà, en pensant que ça va combler un manque. Malheureusement, j'ai connu une femme comme ça dans mon entourage, ça va combler un manque, ça va combler un... Et en fait, non, et surtout que bah, au final, tu te dis, j'ai plus d'argent, parce que tu te dis c'est pas cher, mais 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, à la fin tu te retrouves avec des dettes phénoménales, tu peux plus nourrir tes enfants parce que tu as acheté des pieuvres. Pardon, j'adore les pieuvres, mais pas au point de me foutre en rade problème financier, mais voilà, acheter à la fin, pourquoi? Pour avoir des objets qui n'ont aucun intérêt, qui ne répondent pas à un besoin autre que nourrir à l'instant T, mais l'instant il est déjà plus là. Sauf que les dettes elles s'accumulent et à un moment bah, le banquier il dit maintenant il faut payer la facture. Donc c'est pour ça que je dis que Emma c'est une fuite en avant tout le temps. Sauf que donc elle pense à avoir le
pouvoir 2 ans d'indépendance parce qu'en fait, elle fait des billets. Elle fait des billets à tout le monde, en gros des reconnaissances de dette. Sauf que c'est la sursaturation du système sensoriel des neuroas. C'est-à-dire que là, à un moment, c'est pour ça que nous, en fait, quand on fait un burn-out, par exemple, c'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que le jour où on prend vraiment conscience qu'on est en burn-out, c'est trop tard. On est au fond du trou, il y a Alice qui est avec nous et il y a le lapin qui nous fait des câlins. Il dit non mais c'est bon, on va te retaper. C'est on-off. Il n'y a pas de... c'est d'une brutalité et d'une réelle violence. Là, pour Emma, on est arrivé au même stade de son mari. C'est un mariage horrible, d'ennui, elle n'a pas de dopamine, elle est vide de sens. Son mariage est vide de sens. Ses amants sont partis pour des raisons variées, mais en tout cas, de toute façon, ils n'auraient jamais dû être là si elle avait été droite, alignée, sereine dans sa vie. Donc, a plus d'amants. Et en plus, ils sont barrés avec la caisse. Donc, elle, qu'est-ce qu'il lui reste? Un mari qu'elle va devoir, alors non pas reconquérir, mais qu'elle va devoir, entre guillemets, rassurer. Des dettes colossales qu'elle va devoir combler, sauf que c'est une femme, elle n'a pas d'argent, elle dépend du mari. Donc, elle va devoir annoncer ça aussi à son mari. Donc là, il y a le bug dans la matrice, il est juste insupportable. En fait, c'est une adaptation qui est impossible, car les neuroas et le compromis, c'est pas notre truc. On n'y arrive pas. Encore une fois, c'est au pied du mur. En fait, nous, on voit pas. C'est pas au pied du mur qu'on voit le mur, c'est quand on est dans le mur. Donc là, en fait, elle arrive, et encore une fois, comme on a l'habitude de faire et qu'on a vu dans les autres épisodes, elle fait une analyse d'une froideur dont seuls les neuroas sont capables de faire preuve à ce degré-là. On va taper le point Godwin, mais comme vous me connaissez, vous savez que partez du principe que au procès de Nuremberg, les nazis, les chefs de nazis qui étaient en procès, alors me demandez pas les chiffres, parce que je ne me souviens plus des chiffres, mais je sais juste que je sais plus si c'était 7 sur 13 ou 13 sur 20, parce que je sais plus si c'était... je sais qu'il y a le chiffre 7, soit c'est en plus, soit c'est en moins, je sais plus, en tout cas, avaient tous un QI phénoménal, donc ils avaient tous de la neuroatypie. Bon, s'en sont servis pour tuer des gens. Mais, ce que je veux dire, c'est que on peut y avoir cette froideur. Ce truc, ça rentre pas dans la matrice, donc bug dans la matrice. Si c'est que de l'argent, limite, ça va. Quand c'est des êtres humains, c'est un peu plus compliqué. Mais vous voyez ce que je veux dire? Cette rigidité de la pensée. Et en fait, elle fait un bilan froid, glacial, de la situation. Son mari, c'est son mari. Elle a endetté son mari pour absolument 25 générations. Ses amants se sont barrés. Elle n'a plus d'autre solution que le suicide. C'est logique. C'est froid, mais c'est logique. Et contrairement aux livres de l'époque, contrairement aux situations de l'époque, elle ne se suicide pas par romantisme. Il n'y a pas de, comme on pourrait dire dans Roméo et Juliette, par exemple, il se suicide parce que l'amour de ma vie, voilà, l'amour de sa vie, il avait 12 ans, t'en avais 14, à un moment on va peut-être un peu se calmer, mais il n'y a pas de romantisme dans ce suicide. C'est vraiment le paroxysme de la reprise de contrôle et de souveraineté. Et là, en fait, elle se rend compte que le système qu'elle pensait viable pour vivre, elle, en fait, il n'est pas acceptable dans la société dans laquelle elle vit. Donc, si elle ne peut pas vivre sa vie selon ses desiderata, en fait, ça ne sert à rien de vivre. Tout simplement. C'est vraiment du froid. C'est un mode de fonctionnement assez logique chez les neuroas et incompréhensible pour les neurotypiques. Ce qui fait qu'en fait, là, à un moment dans son histoire à Emma, en fait, c'est juste sa forteresse de l'illusion qui fond, en fait, qui explose, et l'illusion n'est plus possible. Ce qui fait qu'en fait, on réalise que c'est une martyre de l'hypersensibilité. Hypersensibilité émotionnelle, physique, sensorielle, tout. Elle peut plus, en fait. Et comme je sais que vous êtes fan et que vous avez écouté l'épisode sur Don Quichotte ou vu l'épisode sur Don Quichotte, en fait, Don Quichotte, lui, il a réussi à faire plier la réalité à ses sens. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir l'épisode. Emma, elle n'y arrive pas.
elle tente de faire plier la réalité à ses sens, mais en fait, elle n'y arrive pas. Par contre, Flaubert, ce qu'il arrive à faire, il arrive à créer ce qu'on a appelé le bovarisme. Le bovarisme, en fait, c'est l'écart douloureux entre ce que l'on veut vivre, ce qu'on aspire à vivre, et voilà, et ce que l'on peut vivre. Ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, moi, dans ce que je voudrais vivre, éventuellement, pourquoi pas un jour, marié avec Grégory Fitoussi. C'est une blague. Et là, dans la réalité, j'ai même pas de chat. À l'instant où je tourne l'épisode. Entre les deux, peut-être se passer plein de choses. Mais c'est vraiment pour vous dire entre ce que je peux vivre et ce que je vais réellement vivre. Je pourrais dire que, soyons un peu plus sérieux, mon rêve dans la vie, le but dans ma vie, c'est de rester éternellement une femme de 25 ans qui fait une taille 38 et qui a 1 milliard d'euros sur son compte en banque et plus je dépense, plus j'ai d'argent et plus je mange, plus je mincis. Bon, on est d'accord que dans la réalité des faits, j'ai plus 25 ans, Dieu m'en préserve. Je fais pas un taille 38 aussi, pareil, je l'ai fait, j'en suis revenue. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le bovarisme. Et là, en fait, Emma est une héroïne. En fait, elle n'est pas frivole. Absolument pas. C'est simplement, alors ça va en choquer certains, c'est que le monde, il est bien trop petit pour elle. Trop sale et trop médiocre. Elle a des aspirations, elle veut beaucoup plus. Alors oui, le mode d'emploi, elle ne sait pas comment il est. Mais c'est pas elle qui est responsable. Pas à 100%. Elle n'avait pas d'autres solutions. Elle a fait avec les moyens du bord, de ce qu'elle connaissait, de ce qu'elle avait, de ce qu'on a pu lui laisser faire. Donc en fait, elle récupère sa souveraineté dans sa mort, parce que là, c'est elle qui l'a décidé. En plus, elle est allée se servir dans la pharmacie de son mari. Donc c'est vraiment le bouquet final de cette fin. Donc elle est souveraine et surtout, elle est délivrée de la médiocrité du monde qui l'entourait. Alors, ça va faire débat. Si vous êtes d'accord, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi. Tant que c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème. En tout cas, j'espère vous avoir fait changer d'avis sur ce livre en disant que non, elle n'est pas chiante. C'est pas une femme qui est chiante. Souvent, c'est des hommes qui me disent ça. Et souvent, je leur dis, relisez-les avec les yeux de votre femme. Et vous verrez si votre femme, elle trouve que Emma est plus chiante ou pas. Bizarrement, en tant que femme, on arrive beaucoup plus à s'associer à Emma. On la comprend. Et c'est pour ça que, messieurs, et pas que, vous pouvez ici découvrir dans les trésors de Redis de cet épisode, vous avez une édition, vous voyez, vieille, avec du doré, parce que oui, Emma a le droit d'avoir du doré. Vous avez une édition des œuvres complètes de Bovary dans la Société française des arts, qui est datée du milieu du 19e. Vous voyez, on est sur un livre en très bon état. Alors pour le coup, ce livre-là, il fait partie d'une tomaison. Et donc, c'est le premier numéro. C'est comme des chats, vous en prenez un, vous les prenez tous pour le coup. Mais une fois que vous êtes tombé amoureux de Flaubert, tous ces textes, c'est un peu comme les Rougon-Macquart, vous allez tomber amoureux de la plume, amoureux et amoureuse, de la plume de Flaubert. Encore une fois, ce livre, livre-objet et livre-roman, il est unique. Ce que j'essaie de faire ce que je fais dans ces épisodes, c'est de vous montrer des grands classiques, des livres qui ont changé. Il y a eu un avant et un après, dont vous n'avez pas forcément conscience, parce que toujours, moi, mon travail, mon rôle, c'est de vous remettre les livres dans un contexte, dans une époque, et de vous refaire découvrir les livres sous un prisme auquel vous n'avez pas forcément pensé. C'est pour cela que je vous rappelle, n'oubliez jamais la leçon des livres. Lire est un acte de survie. Et votre esprit est un territoire que vous seul protégez. Prenez soin de vous. Rendez-vous le 2e et le 4e dimanche du mois pour notre prochain refuge dans votre librairie de Lille.